Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité qui est quand même assez bouillonnante du soccer québécois. On a des nouvelles fraîches, là, des performances de nos joueurs qui font des vagues dans l'Ouest. On va regarder ça. On a aussi un coup d'œil sur les coulisses d'un échange d'arbitres avec la Suisse. C'est intéressant. Puis aussi ce qui se passe en Ligue 1 Pro ici. Et bien sûr, les échos des finales de la Coupe du Québec qui viennent d'avoir lieu. Notre objectif, là, c'est de décortiquer un peu ce qui se passe sur les terrains québécois, puis aussi autour. Comment toutes ces histoires qui vont du local jusqu'à l'international, comment ça dessine le portrait actuel du soccer d'ici. Fait que c'est parti pour notre exploration. On pourrait commencer par une performance individuelle qui a vraiment retenu l'attention, mais loin de chez nous, Latifa Abdou, une joueuse formée ici au Québec. Elle a eu des débuts, disons, spectaculaires le 8 septembre. C'était avec le Vancouver Rise FC dans la nouvelle Northern Super League pour son tout premier match dans cette Ligue pro canadienne. Elle n'a pas perdu de temps, 2 buts. Puis, petit détail intéressant, son premier but, c'est venu d'une passe d'une autre Québécoise, Jessica Desfilippo. C'est quand même beau de voir cette connexion-là entre deux joueuses d'ici si rapidement. Tout à fait. Commencer avec un doublé comme ça met la barre haute, c'est sûr. Puis ça aide à une grosse victoire 6-0 contre Calgary. Mais au-delà du score, là, ce qui est frappant, je trouve, c'est la rapidité d'adaptation. Qu'est-ce que ça nous dit, cette performance immédiate sur le transfert des compétences du Québec vers ce nouveau niveau pro? C'est une excellente question, ça. On vante souvent la formation québécoise, mais de voir une chimie comme ça, Abdou Desfilippo, opérer si vite dans un contexte complètement nouveau, ça suggère peut-être plus que juste du talent individuel. Ça suggère potentiellement que les automatismes, la compréhension du jeu qui sont développés dans notre système ici, que ce soit la LPSQ féminine, les programmes d'excellence, les clubs, que tout ça, c'est directement applicable puis efficace dans une ligue comme la NPSL qui commence. C'est pas juste une question de talent brut, là. C'est peut-être aussi une culture tactique, une approche du jeu qui facilite cette intégration rapide, même loin de la maison. Pour moi, c'est un indicateur intéressant non seulement pour les joueuses, mais aussi pour évaluer la pertinence de notre parcours de développement ici. Formation, très intéressant. Bon, passons à autre chose maintenant, un aspect différent, mais essentiel du jeu, l'arbitrage. Oui, là, on change de registre. On parle d'un échange international. La semaine du 10 septembre, Soccer Québec a reçu 2 jeunes arbitres suisses, Elliot Furbler et Bernardo dos Santos. Exactement. Ces 2 jeunes viennent de la Referee Academy en Suisse. C'est comme leur programme national pour développer les arbitres qui visent le haut niveau, là. Leur visite, ça faisait partie d'un partenariat avec la Fédération suisse. L'idée, c'était vraiment une immersion complète. Découvrir une autre culture de soccer, confronter leurs pratiques d'arbitrage avec ce qui se fait ici, puis ultimement, accélérer leur propre progression. Puis on peut dire qu'ils ont été servis côté immersion. Les infos qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas arrêté. Formation théorique avec Laurence Rodier, qui est la responsable de l'arbitrage à Soccer Québec, des analyses vidéo, des discussions techniques. Ils ont même participé au camp du PEP, de programme d'excellence provincial pour jaser avec la relève en arbitrage ici. Mais bon, la théorie, c'est une chose, c'est surtout sur le terrain qu'on apprend. Puis là, leur programme était pas mal bien monté pour leur donner des expériences variées. Ils ont arbitré 3 matchs dans des contextes vraiment différents. Le premier, c'est un match U17 en PLSGQ. Pour préciser, c'est la première ligue de soccer juvénile du Québec, le niveau élite provincial chez les jeunes. C'était CS Mont-Royal-Outremont contre AS Blainville. Apparemment, il y avait juste une trentaine de spectateurs. Assez intime comme début. Oui, puis après, le contraste total, le fameux derby universitaire montréalais, UDM contre McGill, là, on parle de plus de 12 000 personnes, l'ambiance nord-américaine typique, très bruyante, les chants étudiants, la rivalité. C'est une pression puis un environnement sonore qui sont sûrement très différents de ce qu'ils connaissent en Suisse pour des matchs de ce niveau-là. Ça teste ta concentration, ta gestion de l'environnement. On imagine le choc, oui. Et pour finir, un 3e match, encore universitaire, McGill contre Laval cette fois. L'ambiance était décrite comme plus calme. Ça permettait peut-être de se concentrer sur d'autres aspects, la gestion du match, j'imagine. Vivre ces 3 ambiances-là en si peu de temps, ça doit être hyper formateur. Absolument. Puis ce qui multiplie la valeur de ces expériences-là, c'est les débriefings après les matchs. Ils ont eu des séances d'évaluation avec des formateurs québécois qui ont de l'expérience, là, dont Daniel Belot, qui a été arbitre assistant international en CONCACAF quand même. C'est dans ces moments d'échange-là que le vrai apprentissage se fait, que ça cristallise. Puis qu'est-ce qui ressortait de ces discussions concrètement?
Est-ce qu'il y avait des grosses différences d'approche entre les Suisses et les Québécois? Ben, les sources mentionnent que ça a beaucoup tourné autour de la préparation des matchs puis de l'organisation de l'équipe d'arbitres. Sans voir tous les détails techniques, là, on peut imaginer qu'ils ont comparé, mettons, les routines d'avant-match, comment ils communiquent entre eux pendant le jeu ou l'approche pour gérer certaines situations spécifiques. Peut-être qu'en Suisse, ils mettent plus l'accent sur un aspect, puis qu'ici, on en priorise un autre. C'est souvent dans ces nuances-là que c'est riche. Ça force tout le monde à réfléchir à ses propres habitudes, puis peut-être à adopter des nouvelles choses. Fait qu'ils repartent pas juste avec des souvenirs, mais avec des outils concrets puis une vision plus large de leur job. Et l'immersion, ça s'est pas limité au sifflet puis au carton, hein? On parle aussi d'un volet culturel, visite à Montréal, découverte culinaire. Est-ce qu'ils ont goûté à la poutine? On le sait pas. Puis même une soirée de football canadien, un match des Alouettes. C'est une bonne façon de comprendre un peu le contexte sportif et culturel d'ici. C'est important, oui, parce que le sport, ça ne vit pas dans une bulle. Comprendre la culture locale, ça aide à mieux saisir les réactions des joueurs, du public. Mais pour revenir à la structure de l'échange, qui est vraiment fondamentale, c'est pas juste un coup d'éclat. C'est présenté comme le début d'une collaboration à plus long terme. Le plan est déjà fait pour que 2 arbitres québécois aillent en Suisse au printemps 2026. Ah, donc une vraie réciprocité. C'est pas à sens unique. Exactement. Puis ça, c'est crucial. Ça change une simple visite d'études en vrai partenariat. Ça permet de tisser des liens solides entre les fédérations, de partager les meilleures pratiques pour former les arbitres, puis surtout d'offrir aux jeunes officiels prometteurs des 2 bords une chance unique d'élargir leurs horizons, de se confronter à d'autres réalités du soccer. C'est un investissement dans la qualité de l'arbitrage de demain, finalement. C'est un rouage essentiel du jeu qui mérite ce genre d'initiative. Belle démonstration que le développement du soccer, ça passe aussi par ces échanges-là, cette ouverture sur le monde pour les officiels. Très bien. Bon, revenons sur nos terrains avec un événement majeur du calendrier québécois, les finales de la Coupe du Québec. Effectivement, le week-end 6 et 7 septembre, c'était ça, les finales présentées par Spas Expert au Stade Boréal, un point culminant pour les équipes des catégories U15 jusqu'à senior. Les comptes rendus parlent d'un week-end intense, plein d'émotions. On a eu des scénarios assez fous, semble-t-il. Par exemple, la finale U18 féminine, Blainville contre Royal Beauport. Blainville qui revient de l'arrière en fin de match, qui force la prolongation, puis qui gagne au tir au but. Ça montre du caractère. Chez les gars, U18, un derby de Laval intense, le FC Laval qui bat l'AS Laval 2-1 après avoir été mené. Ces finales de jeunes, c'est toujours le fun pour voir la relève, mais il y avait un enjeu spécial pour les finales seniors. Hein? Chez les femmes, c'est le CS Trident qui a gagné 2-0 contre l'Union Lanaudière-Sud. Puis chez les hommes, même score, 2-0 pour le CS Rivière-des-Prix, le CS RDP, contre la même équipe, ULS. Pourquoi ces matchs-là étaient plus surveillés? Ben, parce que ces 2 titres de champion du Québec senior, ça ouvre la porte à la compétition nationale. Le CS Trident et le CS RDP, ils ont gagné leur billet pour le championnat canadien des clubs amateurs. Ça va être en octobre à Saint John's, Terre-Neuve. C'est l'objectif ultime pour beaucoup de ces équipes-là en début de saison. Précisément. Cet enjeu-là, ça ajoute une couche de pression, d'intensité, c'est sûr, à ces finales seniors. On peut se demander si ça change visiblement la façon dont les matchs sont joués comparé aux finales des plus jeunes où l'enjeu, c'est juste le titre provincial sans cette qualification nationale directe. C'est souvent là qu'on voit l'expérience, la gestion des moments clés faire une différence. C'est une bonne observation. Le dimanche aussi, il y a eu des finales serrées. Chez les U15 gars, Lakeshore SC gagne 3-2, un match apparemment très disputé. Et pour finir le week-end, la finale U16 gars, le CS Saint-Laurent qui gagne 1-0 contre l'AS Blainville. Juste un but. Ça suggère un match assez tactique, peut-être fermé. Au total, c'est 8 équipes qui ont été couronnées championnes provinciales dans leur catégorie. En plus de celles qu'on a nommées, il faut ajouter l'Union Lanaudière-Sud chez les U15 filles et l'AS Laval chez les U16 filles. Ce palmarès qui est quand même diversifié avec des clubs de différentes régions, ça montre bien la vitalité, la compétitivité du soccer amateur et juvénile au Québec. Ces finales de coupe, c'est vraiment une belle vitrine pour le travail qui se fait dans les clubs toute l'année. Quand on regarde tous ces résultats, puis les scénarios décrits, les remontées, les derbys, les matchs serrés, la qualif nationale, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur l'état du soccer de compétition au Québec en ce moment?
Ben, ça brosse le portrait d'un soccer qui est passionné, engagé à tous les âges. La compétitivité semble là, avec des matchs souvent serrés, ce qui est généralement bon signe pour le développement. Ça pousse les joueurs, les joueuses à donner leur maximum dans des situations avec de l'enjeu. Ça montre aussi que la structure des compétitions provinciales, elle culmine avec un événement fort qui mobilise les clubs, les communautés. C'est un bon indicateur de la santé de la base du soccer québécois. Une base active, donc. Ouais. Et l'action, elle s'arrête pas avec la Coupe du Québec. On plonge dans une fin de saison vraiment bouillante dans le soccer québécois. On parle de la Ligue 1 et de la Ligue 2 QC. Les enjeux sont immenses. Une place en L1 QC qui se joue en L2, puis aussi des billets pour la finale de la Coupe L1 QC. Absolument. C'est le moment où tout peut arriver ici. Notre but, c'est de comme décortiquer un peu cette tension qu'on sent partout, qui sont les équipes en jeu, puis surtout le défi mental pour les joueurs, pour les coachs. Effectivement, c'est la période charnière. D'un côté, tu as la Ligue 2 avec le fameux Final Four, l'AS Gatineau, le CS Montréal Centre, Lakeshore, puis le Révolution FC. 4 clubs pour une seule place pour monter. La pression, là, elle doit être maximale. C'est ça, puis les chiffres, ils montrent à quel point c'est serré en L2. Le Révolution FC, ils ont 4 défaites. C'est le plus des 4 finalistes. Montréal Centre et Gatineau, juste 2 défaites. Lakeshore, 3. Ça laisse présager des matchs pas mal chauds. Oui, puis ce qui est fascinant, je trouve, c'est la dynamique actuelle. L'AS Gatineau, par exemple. Ah oui? Ils arrivent là-dessus avec 11 victoires de suite. 11. Commencer le Final Four avec ça dans les poches, psychologiquement, ça pèse lourd, c'est sûr. Pour leur dernier match de saison régulière, ils affrontent Sherbrooke, qui est comme en milieu de tableau. Oui. Pendant ce temps-là, le Révolution FC, eux, ils jouent contre les champions déjà connus, le CS LaSalle. Exact. Puis leur coach, Yacine Benmoufa, qui voit ça pas comme un poids, mais comme un bon test. C'est intéressant comme approche, non? Très intéressant. Surtout que les autres, Montréal Centre puis Lakeshore, ils jouent contre des équipes qui ont plus rien à jouer ou qui sont déjà reléguées. C'est exactement là que la préparation mentale devient centrale. Ben Moufa qui arrête pas de dire que c'est la forme du jour J qui compte, mais surtout, il dit « faut rien changer ». Rien changé. Non. Sa philosophie, c'est il faut rester avec le même état d'esprit, avec la même préparation. En gros, traiter ce match décisif comme si c'était juste un autre match, comme les 14 victoires qu'ils ont eues avant. Il parle de créer une bulle protectrice, mais faut pas qu'elle étouffe l'équipe non plus. Mais est-ce que c'est réaliste, tu sais, maintenir une routine normale quand tout autour, les médias, les réseaux sociaux, ça crie que ce match-là, il est différent? Il avoue lui-même que ça a déjà un peu déstabilisé ses jeunes dans le passé. Mais c'est ça le défi. C'est là que ça se joue. Il parle d'un travail mental très important pour gérer justement cette nouvelle visibilité, cet engouement. Le staff doit toujours, comme il dit, ramener les jeunes vers la réalité. Sa phrase clé, c'est « On n'a rien fait pour le moment, on n'est pas monté ». Garder les pieds sur terre, quoi. Exactement. Canaliser l'énergie, reconnaître l'enjeu, mais rester focus sur le jeu, pas sur ce qui pourrait arriver. C'est tout un art. Et cette pression-là, on la sent aussi très fort en Ligue 1 QC pour les demi-finales de la Coupe ce 13 septembre. Ah oui? La Coupe LNQC. CS Saint-Laurent contre le FC Laval, puis l'AS Laval contre l'AS Blainville. Encore là, des matchs sans lendemain, sans filet. Le prestige d'aller en finale, c'est ça qui est en jeu. Effectivement. L'enjeu différent, c'est sûr. C'est plus la gloire d'un trophée que la montée. Mais la nature du match éliminatoire, ça crée une tension qui est c'est comparable finalement. Pour ces équipes de l'élite, il y a aussi une attente différente, une réputation à défendre. Fait que gérer cette pression-là, c'est tout aussi critique. Donc, si on essaie de résumer un peu ce que nos sources nous disent, on a une tension extrême, vraiment sur 2 fronts. C'est ça. En L2, une lutte féroce pour la seule place de promotion, des équipes collées les unes sur les autres, puis un focus énorme sur le mental. Puis en L1, des duels au sommet pour la finale de la Coupe, puis partout, des coachs qui doivent être des stratèges, mais aussi pas mal des psychologues. Exactement. Ce qui ressort le plus, je trouve, c'est cette tentative de garder une normalité, une routine au milieu de quelque chose qui est tout sauf normal. L'approche de Ben Moufouk, ça montre bien ce défi qu'on voit partout dans le sport de haut niveau. Comment tu fais pour performer quand la pression est immense?
sans te laisser écraser en te fiant à ce que tu fais d'habitude. Et ça amène une réflexion pour finir, au-delà des discours sur la routine puis des stratégies évidentes. Comment est-ce qu'ils font concrètement, ces athlètes, puis peut-être nous aussi face à nos propres défis, là, comment on navigue cette ligne fine entre reconnaître que oui, ce moment est super important, mais en même temps, faire ce qu'on a à faire avec calme, avec maîtrise, comme si c'était juste une autre journée au bureau. Une excellente question pour terminer. Voilà qui donne matière à penser pour clore notre analyse d'aujourd'hui. Ça complète bien le tableau, effectivement. On voit que la structure du soccer québécois elle est active à plusieurs niveaux en même temps, là, en cette fin d'été, début d'automne. Alors, si on prend un petit peu de recul sur tout ça, on a un portrait assez riche, finalement, de l'écosystème du soccer québécois récent. D'un côté, la base locale qui vibre avec la Coupe du Québec, qui couronne les efforts des clubs amateurs, qui donne une voix vers le national. De l'autre, des talents comme Latifa Abdou qui non seulement partent, mais performent tout de suite dans une ligue pro-canadienne, ce qui valide la formation. Puis il y a ces initiatives plus structurelles, comme l'échange d'arbitres avec la Suisse, qui vise à améliorer la qualité du jeu par des moyens peut-être moins visibles, mais tout aussi importants. Ça nous amène à une réflexion, peut-être pour finir. On a parlé de résultats, de qualifications, d'échanges de compétences, mais au-delà de l'impact immédiat, là, c'est quoi la valeur cumulative à long terme de toute cette circulation? Les talents, les idées, les méthodes, que ce soit une joueuse qui ramène son expérience d'une ligue pro ou un arbitre qui intègre une nouvelle technique de gestion de match apprise ailleurs, comment ces éléments, parfois subtils, infusent puis transforment petit à petit la culture puis le niveau global du soccer ici? Quels bénéfices qui sont moins tangibles, mettons une plus grande capacité d'adaptation, une ouverture à l'innovation ou juste une meilleure compréhension des standards internationaux pourraient venir de ces ponts qu'on bâtit, match après match, échange après échange? C'est peut-être là que se trouve une des clés de la progression future. Une excellente perspective pour continuer à suivre l'évolution du soccer québécois en regardant justement au-delà des scores immédiats. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette exploration. À la prochaine!